Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. De quel apport a été à la linguistique l'œuvre de Roman Jakobson? C'était cette question que posait le deuxième numéro de la série que Rosine et Robert Georgin consacraient au célèbre linguiste en 1977. Rappelant ce qu'avait été l'apport fondamental de Jakobson à la phonologie, cette deuxième émission abordait ce qui avait occupé Jakobson plus qu'aucun autre linguiste, à savoir la poésie, ses recherches poétiques. Sujet qui sera développé dans plusieurs des numéros suivants de cette série. Dans ce deuxième volet, on pouvait entendre Jakobson évoquer l'influence qu'avaient exercée des créateurs comme Braque, Picasso et Stravinsky sur l'orientation prise par ses travaux et ceux du cercle linguistique de Prague. Et aussi, combien l'œuvre de Mallarmé avait aiguillé ses propres recherches. Une émission dans laquelle intervenait Tzvetan Todorov pour souligner la place centrale qu'occupait la poésie dans la théorie de Roman Jakobson. Et comme on l'entendra, pour Jakobson, c'était peut-être du côté de l'enfant que la linguistique avait le plus à apprendre de la poésie. Hommage à Roman Jakobson, deuxième d'une série en 14 émissions, l'apport linguistique de Roman Jakobson, diffusé la première fois le 15 octobre 1977 sur France Culture. La communauté radiophonique des programmes de langue française présente Roman Jakobson, deuxième émission, l'apport linguistique de Roman Jakobson, avec des déclarations de Roman Jakobson, Tzvetan Todorov, Robert Georgin, et des textes de Charles Baudelaire, Alfred Jarry, Stéphane Mallarmé, Pierre de Ronsard, une émission de Robert et Rosine Georgin. L'œuvre publiée de Roman Jakobson témoigne d'une amplitude exceptionnelle puisqu'elle s'étale sur 60 années, de 1916 à 1976. Il est indiscutablement avec Saussure le linguiste qui a le plus marqué notre siècle. Il est probablement celui qui témoigne de la plus vaste curiosité intellectuelle. Ce qui surprend chez lui en premier, c'est sa terrifiante aptitude aux langues. Il dit de lui-même plaisamment « Je parle russe en 19 langues ». Et c'est vrai. Il est aussi, de façon paradoxale, celui qu'une réflexion extralinguistique a orienté vers la linguistique. Au départ, il doit sa formation aux artistes nés vers les années 1880, Stravinsky en musique, Picasso en peinture notamment. Il est frappé de voir la peinture et la musique nier l'univers de la représentation. Le peintre ne peint plus ce qu'il voit dans le monde extérieur, il peint ce qui appartient à l'ordre de la peinture. De même façon, Jakobson étudiera dans la langue ce qui appartient à l'ordre de la langue, et non plus les objets ou les pensées que la langue est censée représenter. Du reste, Jakobson s'exprime on ne peut plus clairement sur ce sujet. Ce qui est commun à ces novateurs, et ce qui a été exprimé d'une façon si nette dans diverses notes et remarques de Braque, c'est le rôle essentiel des rapports. Les rapports qui priment, les rapports entre les choses qui sont pour nous un problème beaucoup plus vif que la question des choses par elles-mêmes. Il y a là aussi une autre question. C'est le fait que le cubisme et d'autres mouvements dans les arts a amené une certaine réaction contre
le sensualisme. On dit dans l'art, à propos des divers objets, non pas seulement ce qu'on voit au moment donné dans ces objets, mais ce qu'on sait sur les objets. C'est la fameuse formule que l'artiste voit les deux côtés de la maison. Pas seulement ce qu'il y a devant lui à un certain moment, mais il sait ce qu'il y a à l'intérieur de la maison et derrière la façade. On pourrait citer encore beaucoup d'autres phénomènes que nous avons trouvés dans l'art. La dissociation, l'analyse beaucoup plus profonde et qui a été un grand stimulus pour nous tous. Stravinsky. Quand je pense à la question que joue dans la musique et dans la théorie de Stravinsky, le rapport entre les parties et le tout, ou bien en ce qui concerne le rapport entre la pluralité et l'unité, entre la similarité et le contraste, tout cela, c'était des idées qui ont été précieuses pour nous dans notre recherche des voies nouvelles. En ce qui concerne Mallarmé, je l'ai lu pour la première fois, encore au lycée, en 1912. C'est à ce moment aussi que j'ai eu le livre qui a paru, si je ne me trompe, en 1912, le livre de Thibaudet sur Mallarmé. Et Mallarmé, par ses poèmes, par sa prose et par ses remarques théoriques, m'a montré des nouvelles possibilités nécessaires pour l'étude de la poésie, de la langue poétique et, je dirais, du langage en général. C'est à cette époque que j'ai écrit pour mon maître de français, Tastevin, dans l'Institut Lazarev, une étude sur quelques poèmes de Mallarmé et en particulier sur le sonnet Dentelle Saboly. C'est dans cette étude que j'ai essayé de traduire ce sonnet du français en russe, de le traduire en vers. Et c'est drôle que je me souviens encore de cette traduction. Je peux vous citer la première strophe. Кружева истлевают, чаемо таинство. Проклятие, проклятие, извечное отсутствие кровати, они приоткрывают. Une dentelle s'abolit dans le doute du jeu suprême, à n'entr'ouvrir comme un blasphème qu'absence éternelle du lit. Cet unanime blanc conflit d'une guirlande avec la même, enfui contre la vitre blême, flotte plus qu'il n'ensevelit. Mais chez qui du rêve se dort, tristement dort une mandore au creux néant musicien, tel que vers quelque fenêtre, selon nul ventre que le sien,
filiale on aurait pu naître. Il y a deux parts dans les travaux linguistiques de Jacobson. D'un côté son apport à la phonologie, d'autre part ses recherches poétiques qui constituent à ses yeux la part la plus importante de son œuvre. La phonologie est une discipline ingrate, et peut-être est-ce Jacobson qui lui a donné son statut. Robert Georgin. La phonologie étudie l'ensemble des sons proférés par le gosier humain, et ces sons sont appelés des phonèmes. Les voyelles et les consonnes de la langue française sont des phonèmes. Mais chaque langue n'utilise qu'une infime part de tous les phonèmes recensés. La phonologie classe l'ensemble des phonèmes, et l'ancienne classificatoire était basée sur le point d'articulation du son dans le gosier, de l'avant à l'arrière, selon que le palais était abaissé ou ouvert, selon l'emplacement de la langue. On distinguait ainsi des fricatives, des occlusives, des liquides, etc., qui se subdivisaient en labial, labiodental, palatal, vélaire, etc. Cette classificatoire que certains linguistes emploient encore de nos jours avait le double désavantage d'être à la fois très compliquée et de prêter à une certaine confusion. Elle était très compliquée car on n'en finissait plus de découvrir de nouveaux phonèmes à force d'explorer les langues mal connues. Et elle prêtait à confusion car parfois des linguistes de langues différentes, influencés par leur propre prononciation, donnaient la même définition pour deux phonèmes différents. Jacobson, dès ses premiers travaux au Cercle de Prague, constate que le phonème n'est pas le plus petit élément de la langue. Le phonème est un ensemble de traits distinctifs. Par exemple, ce qui différencie k de g, c'est que k est sourd et g sonore, alors que les autres traits distinctifs de ces phonèmes-là sont communs. Et Jacobson fait alors cette constatation générale. L'esprit humain fonctionne selon un système binaire. Toutes les opérations de codage ou de décodage dans le cerveau se font sur le modèle binaire de oui ou de non. Et ce n'est pas par hasard que tous les ordinateurs fabriqués par l'homme fonctionnent sur le mode binaire. L'homme est incapable de fabriquer des machines qui fonctionnent autrement que lui. Lorsque nous faisons une classificatoire de ce qui se trouve dans la nature, nous ne classons pas réellement ce qu'il y a dans la nature. Nous superposons à la nature la manière binaire dont fonctionne le cerveau humain. Et c'est pour ce motif notamment que nous distinguons l'animé de l'inanimé, en négligeant le virus, par exemple, qui est intermédiaire entre les deux. Pourquoi ne pas faire la même chose pour la langue ? Abandonnons la classification en phonèmes, basée sur le point d'articulation dans le gosier, et mettons au point une classificatoire de type binaire, telle qu'elle est perçue par le cerveau humain. Cette classificatoire, grâce à la collaboration de l'américain Halley, est définitivement mise au point dans les années 60. Elle comporte 11 paires d'oppositions binaires du type vocalique, non vocalique, consonantique, non consonantique, sonore, sourd, nasal, non nasal, etc., soit au total 22 traits distinctifs seulement, dont les différentes combinaisons permettent de répertorier tous les phonèmes connus, alors que l'ancienne classificatoire ne permettait d'en rendre compte que de manière très approximative. Cet apport de Jacobson à la phonologie restera probablement la part la plus importante de son œuvre non poétique. Elle a en tout cas été adoptée dans sa totalité par Chomsky, par exemple, qui pourtant a contesté les travaux syntaxiques de Jacobson. Mais il est vrai que la syntaxe est le continent noir de la linguistique, on n'a pas fini de l'explorer,
Déjà en 1932, Troubetskoy déclarait « La syntaxe me terrifie ». Et de toute façon, ce n'est pas la syntaxe seule qui séduit Jacobson, c'est le jeu de la poésie avec la syntaxe et la manière dont le poète plie la syntaxe à son profit, comme dans ce sonnet de Ronsard qu'il aime particulièrement et qu'il s'est plu à étudier. Quand en songeant ma folâtre j'accole, laissant mes flancs sur les siens allongés, et que d'un branle habilement léger, en sa moitié, ma moitié je recolle. Amour a donc si follement m'affole, qu'un tel abus je ne voudrais changer, non au butin d'un rivage étranger, non au sablon qui joue aux noix en pactole. Mon Dieu, quelle heure et quel contentement m'a fait sentir ce faux recollement, changeant ma vie en 100 métamorphoses. Combien de fois, doucement agité, suis-je hors mort, hors ressuscité, entre 100 lys et 100 vermeil rose. Ce sonnet de Ronsard nous amène à la poésie dont Jacobson a toujours affirmé qu'elle fut sa grande préoccupation. C'est une position un peu particulière chez un linguiste. À dire vrai, Jacobson est le seul linguiste qui insiste à ce point sur l'importance de la poésie. Tsvetan Todorov, qui publia en français les écrits poétiques de Jacobson, nous précise ce point. La poésie, dit-il, à la suite d'ailleurs des romantiques, est un langage qu'il faut examiner pour lui-même. C'est un langage qui met l'accent sur le langage lui-même. Or, je dirais que d'une certaine façon, toute la théorie structuraliste du langage consiste à mettre l'accent sur le langage pour lui-même, de préférence à ses à côté que sont le contexte historique ou le contexte sociologique ou le contexte psychologique. Non pas pour les ignorer, mais pour les ordonner dans une hiérarchie où ils interviennent seulement de façon seconde. Il y a donc quelque chose dans la poésie qui serait comme la quintessence du langage de ce point de vue-là. Ce que cela a comme conséquence, et cela me paraît très précieux chez Jacobson, et c'est là que réside la différence entre lui et d'autres linguistes, c'est que pour les autres linguistes, il y a souvent une pratique de la poésie, peut-être aussi de première main, mais la plupart du temps assez marginale. Jacobson a été comme brûlé par une expérience initiale, qui est son admiration et ensuite son amitié pour quelques poètes de tout premier ordre, qui s'appellent Khlebnikov, Mayakovsky, les grands poètes futuristes russes. Depuis, il n'a jamais pu écrire, créer une théorie du langage dans laquelle la poésie aurait été un élément marginal. Sa théorie du langage doit toujours intégrer la poésie. Il s'est toujours violemment opposé à toute idée selon laquelle la poésie ne serait qu'un écart, une déviation, un cas un peu singulier, presque pathologique du langage. Et Doublemain est venu sans marcher, les pieds unis formant la figure des deux nageoires caudales d'un poisson dressé, glissant tout droit, avec le bruissement des petits cristaux de givre écrasés. Et nous engageâmes nos épées de si près que nous ne pouvions parer sur les lames, mais sur nos avant-bras. Je vis aussi que Doublemain avait les bras doublement coudés, un second bras naissant des os de son poignet. Et je parais le premier coup en fauchant d'un coup de taille, près du coude, la main qui tenait l'épée. Et il me sembla voir trouble, comme si une deuxième toile d'araignée s'étendait sur les œillères de mon masque. Grillage non protecteur. Et Doublemain tentait de parer avec les trois os de son moignon,
et d'un deuxième coup du tranchant de ma lame, je frappai son bras à son second humérus, et crus avoir la satisfaction de voir réduit au normal ses membres extraordinaires. Mais mon masque se fit plus obscur, et je vis la nuit peuplée d'hommes rouges. Et tenant mon estoc vers l'adversaire de la main droite, j'ôtai mon faux visage de la gauche, regardant les œillères qui, comme les yeux de ma face, se fermaient et collaient et soudaient les cils. Et je frappai une troisième fois en gémissant et tremblant de tout mon corps. Et sur la silhouette verdâtre de souvenir du moignon d'un seul os rouge, la taie orbiculaire se referma, très lente, unissant en une épaisse membrane les deux barbes de cils blancs. Et j'erre, aveugle, dans la barque du rameur manchot, dont le bras droit saigne à ma gauche pour nourrir les bêtes métalliques du marais mort. Et double main rame puissamment de sa main senestre. Et la barque tourne dextrorsum, comme un girin gigantesque dont on aurait ôté la moitié gauche du cerveau. Les travaux poétiques de Roman Jakobson ont peut-être fondé la poétique comme discipline autonome. Robert Georgin explique pourquoi. Les travaux poétiques de Jakobson ont une telle importance que plusieurs émissions leur seront consacrées. Ce qui suit est donc le résumé de thèmes qui seront développés ultérieurement. En premier, Jakobson remarque que la poésie en dit toujours plus que la grammaire. Le poète suremploie le code de la langue. Et en même temps, la poésie est une déviance par rapport à ce code, mais une déviance qui s'inscrit dans le code et qui, par conséquent, le modifie. Ceci est vrai non seulement de la poésie, mais de la littérature en général. Je me souviens du buteur me disant un jour « L'emploi de l'imparfait chez Flaubert modifie la langue française ». Donc il y a en premier ce jeu de la langue avec le poète qui fascine Jakobson. Et c'est à dessein que je dis le jeu de la langue avec le poète, car le poète n'est pas maître de la langue, il est possédé par elle. C'est toujours l'autre de la langue qui écrit « Je est un autre », dit Rimbaud. Ensuite, Jakobson fait sienne une remarque essentielle de Valéry, selon laquelle la poésie est une hésitation prolongée entre le son et le sens. On dirait que les allitérations dans le poème ont pour but de brouiller le sens et de l'équivoquer. Jakobson remarque aussi que la poésie révèle un symbolisme universel des sons. Dans toutes les langues, ou, par exemple, est considéré comme étant plus sombre que i, voyelle claire par excellence. Mais cela ne veut pas dire que les mots clairs emploient nécessairement des voyelles claires. On dit en français la nuit, son clair, et le jour, son sombre. Et la poésie se plaît à équivoquer entre l'ombre et la nuit, entre le jour et le soleil, en parlant de la nuit sombre et du jour joli. Et Jakobson fait encore une remarque capitale qu'il est à ma connaissance le seul à avoir formulée quand il affirme qu'il y a une poésie de la grammaire. La syntaxe d'une langue est utilisée par la poésie, et pas seulement dans les langues aka comme le russe ou le latin, mais également dans les langues comme le français ou l'anglais. Et enfin, Jakobson met l'accent sur ce phénomène essentiel, à savoir que la poésie est basée sur la récurrence. On attend le retour de la rime, on attend le retour du même accent fort, et toute la poésie est en somme basée sur un jeu de parallélisme dont le sonnet classique est le plus bel exemple.
Mais lorsque le poème est réussi, le parallélisme ne se limite pas au retour des mêmes accents, des mêmes temps forts, il inclut le retour des mêmes thèmes, des mêmes images, et le poème semble se réverbérer à l'infini comme dans un jeu de miroir où chaque mot renvoie au double du mot, chaque image à une image jumelle, ainsi qu'en témoigne cet énigmatique sonnet de Baudelaire, La mort des amants. Nous aurons des lits pleins d'odeurs légères, des divans profonds comme des tombeaux, et d'étranges fleurs sur des étagères écloses pour nous sous des cieux plus beaux. Usant à l'envie leur chaleur dernière, nos deux cœurs seront de vastes flambeaux qui réfléchiront leur double lumière dans nos deux esprits, ces miroirs jumeaux. Un soir fait de roses et de bleu mystique, nous échangerons un éclair unique comme un long sanglot tout chargé d'adieu. Et plus tard un ange, entr'ouvrant les portes, viendra ranimer, fidèle et joyeux, les miroirs ternis et les flammes mortes. La fonction poétique ne se limite pas à la poésie. Elle est à l'œuvre dans tout message. Si l'on dit plus volontiers Jeanne et Marguerite que Marguerite et Jeanne, c'est parce que la rythmique de Jeanne et Marguerite correspond mieux à la rythmique naturelle du français. Mais surtout, la poésie appartient à l'enfance. Et Jacobson insiste chaque fois qu'il en a l'occasion sur la spécificité poétique de l'enfant. Il y a un très beau travail d'une linguiste américaine qui malheureusement est morte trop tôt, Ruth Weir, qui a suivi ma proposition. Elle s'est acheté un magnétophone, elle a mis ce magnétophone dans la chambre de son enfant, et avant qu'il s'endormait, quand il n'y a eu personne dans les chambres, comme la plupart des enfants, il parlait avant de s'endormir. Et elle a publié tous ces monologues de l'enfant. Et comme j'ai dit dans la préface, ces monologues qu'elle a publiés sont les documents les plus importants pour la linguistique et pour la psychanalyse. L'enfant interprète la journée qui s'est passée avant ses rêves et il analyse les diverses expressions verbales. Par exemple, il a appris qu'on peut dire la couverture rouge. Alors il dit couverture rouge, chambre rouge, papa rouge, etc. Il tâte avec quel mot ça va et avec quel ça ne va pas. Et c'est très intéressant d'étudier les premières tentatives de l'enfant de rimer, de parler avec un certain rythme, de faire des calembours, justement des phénomènes où le langage devient tout à fait autonome, où la réalité est transformée par des vers, des chansons, des plaisanteries, etc. Quel grand rôle il joue dans la vie enfantine, dans le développement de l'enfant. Je dirais que la mythologie enfantine est une question très pertinente pour l'étude de l'enfance et pour l'étude de la mythologie.
La communauté radiophonique des programmes de langue française vous a présenté Roman Jacobson, deuxième émission, l'apport linguistique de Roman Jacobson. Avec des déclarations de Roman Jacobson, Tsvetan Todorov et Robert Georgin. Les textes de Charles Baudelaire, Alfred Jarry, Stéphane Mallarmé et Pierre de Ronsard étaient lus par Guy Le Sire. Présentation Marcel Dossogne. La collaboration technique était assurée par Jean Balza, Paul Cougiac et Christian Nioul. C'était une émission de Robert et Rosine Georgin. C'était la deuxième d'un hommage à Roman Jacobson en 14 émissions, diffusée la première fois le 15 octobre 1977. À suivre, et d'ici là à télécharger et réécouter sur le site de France Culture et sur l'application Radio France à la page des Nuits de France Culture.